Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter mon projet de thèse financé par IC Migration qui porte sur l'intégration de familles réfugiées syriennes en France et en Allemagne, dirigé par Madame Delcroix à l'Université de Strasbourg. Et aujourd'hui, 5,6 millions de Syriens sont réfugiés à l'étranger, presque 5 millions enregistrés dans les pays limitrophes, surtout la Turquie, le Liban et la Jordanie. En Europe, l'Allemagne a accueilli environ 600 000 des réfugiés syriens, selon les statistiques de UNHCR en 2020. La France compte à elle environ 21 000. Dans ce projet de thèse, il s'agit d'une recherche ethnographique comparative, basée sur une observation de terrain et les témoignages des familles syriennes à Strasbourg et à Francfort. On essaie de comprendre le système et les politiques d'intégration de deux pays. Au niveau d'analyse, on utilise la méthode de l'évaluation biographique des politiques publiques développée dans le cadre du programme Migreval pour répondre aux questions suivantes. Quel impact les politiques et systèmes publics de Strasbourg et Francfort ont-ils sur les modes de vie et les parcours des familles syriennes? Et comment ces impacts se manifestent-ils comme des obstacles et des ressources à travers des expériences des individus? Et quelles stratégies des familles mettent-elles en place? Pour répondre à ces questions, je suis en train de suivre sur une longue période de familles de réfugiés syriens arrivés à Strasbourg et à Francfort depuis 2011. L'objectif de l'observer près de vie de ces familles et l'évolution de leur situation dans le temps, autrement dit, le processus d'intégration. Pour la première année de la thèse, j'ai effectué l'essentiel de mon travail de terrain à Strasbourg. Je suis pour l'instant une quinzaine de familles de réfugiés syriennes en échantillon, aussi diversifiées que possible. Les familles sont venues de différentes villes. On a des familles de Damas, de Halep, de Homs. On a aussi des familles de Raqqa, Al-Souaïda, c'est une ville druze dans le sud de la Syrie. On a aussi des familles de Al-Salamiyeh, c'est une ville ismaélienne entre Hama et Homs. Et parmi ces familles, on a différentes origines ethniques et confessionnelles. On a des familles kurdes, on a des familles druzes, ismaéliennes, sunnites et chrétiennes. Ils proviennent de différents milieux sociaux. On a des familles paysannes, ouvriers, artisans. Aussi, on a des familles d'ingénieurs, médecins ou artistes. Ils sont arrivés à Strasbourg par différents canaux, soit par un visa D, un visa de demande d'asile, demandé depuis la Syrie ou de la Turquie ou du Liban. Certaines familles qui sont des activistes pendant la Révolution, soit par le programme de réinstallation piloté par UNHCR, c'est-à-dire surtout les familles qui sont vécues au Liban et en Turquie, en Jordanie. UNHCR sont repérées et réinstallées en France, soit par le programme de relocalisation, ça veut dire des familles qui sont vécues en Grèce, et après UNHCR sont repérées et relocalisées en France. On a aussi des parcours intéressants. On a des réfugiés syriens qui sont allés au Brésil au début, traverser la frontière pour rentrer dans la Guyane. Ils ont déposé leur demande d'asile en Guyane, ils ont reçu leur d'asile et puis ils sont venus en France. Et on a aussi des familles qui sont venues par voie illégale, comme vous savez, par la mer Égée ou les Balkans. Les raisons de s'installer à Strasbourg sont également très diverses. Il y a des familles qui sont venues à travers des réseaux familiaux et amicaux, surtout les liens avec la première génération d'immigrants syriens, où Strasbourg, c'est simplement une ville imposée, surtout les familles qui sont venues par le programme de réinstallation et relocalisation. Ici, soulignons la spécificité de Strasbourg. C'est une ville frontalière. On observe des usages et des modes de vie et des liens syriens à l'échelle de la région transfrontalière, Alsace et aussi Bade-Württemberg, en Allemagne.
Du coup, on voit des familles qui font des courses à Kiel, Freiburg ou Mulhouse, jusqu'à Saarbrücken. Il y a aussi des liens de mariage financiers existent à travers la région. Certains habitent à Strasbourg, mais travaillent à Kiel, où se concentrent davantage de commerces et restaurants syriens. J'ai observé aussi certaines familles encouragent leurs enfants à apprendre l'allemand à Strasbourg pour pouvoir finalement travailler en Allemagne dans le futur. Ici, on peut poser des questions. Y a-t-il des villes au fond plus enterrantes que d'autres et comment? Et quel est le rôle du contexte et des politiques territoriales? Et quel est le facteur ville et facteur régional? Au niveau de la méthodologie, je utilise surtout l'observation participante. Du coup, je rends souvent visite à ces familles et je participe à leur vie quotidienne, surtout celle de la mère. On fait des courses ensemble et les fêtes religieuses ou entre des amis. Et je les accompagne à l'école et à l'hôpital en tant que traductrice. Cet engagement m'a permis d'observer les interactions et les difficultés au quotidien. J'ai également réalisé des entretiens biographiques de chaque famille qui tracent le parcours d'exil et des entretiens semi-directifs ou des conversations informelles avec différents membres de la famille sur différents sujets, l'école, le travail, le logement, etc. Et les entretiens sont en majorité en dialecte syrien, la langue maternelle, qui leur permet de s'exprimer au mieux, surtout pour les parents qui ne parlent pas très bien ou qui ne parlent pas du tout le français. Du coup, on a une idée sur ces échantillons de 15 familles. Cette diversité de profils familiaux sujette plusieurs hypothèses. Est-ce qu'une proximité entre la société d'accueil et le mode de vie social, culturel, religieux des familles facilite le processus d'intégration? Ou quel rôle joue le niveau d'éducation et le diplôme? Pour répondre à ces questions, une observation ethnographique apporte plus de nuances et complexité. Ici, je vous montre le cas de deux familles. Une famille kurde nombreuse, qui sont 6 enfants, d'un village proche de Damas. Ils sont arrivés en France en 2015, 3 ans après à Şanlıurfa, en Turquie. Le père est ouvrier et ne parle pas français, mais il a trouvé facilement un emploi et a amélioré la situation familiale. Malgré 3 ans de rupture scolaire en exil, la fille aînée a redoublé une année de terminale à Strasbourg, obtenu un bac scientifique. Et aujourd'hui, inscrite en licence, pendant l'entretien, le père considère que la France a donné à ses enfants la possibilité de grandes études par rapport à la situation en Turquie et même en Syrie. On peut considérer ce cas comme une ascension sociale, selon le père. Autre cas, la famille d'un médecin qui vient d'Alep. Après 2 ans à Gaziantep, en Turquie, ils sont venus en France avec un visa D, car le père a été activiste pendant la Révolution. Le père parle déjà couramment l'anglais et a appris rapidement le français, pas lui-même. Il a essayé de reprendre son travail, mais son diplôme n'est pas reconnu en France. Il a été découragé par la longue procédure exigée pour pratiquer. Ou il ne souhaite pas exercer d'autres métiers comme ouvrier ou chauffeur, etc. Reste dépendant de l'aide sociale exprime plus d'insatisfaction envers le système. Quant à son fils de 18 ans, il a préparé pendant 2 ans intensivement le turc avant de rentrer dans une bonne université en Turquie et doit tout commencer en France. Dans beaucoup de familles, pour les parents, ils portent plutôt l'espoir que leurs enfants réussissent en France. Les enfants ont plus de soutien linguistique avant de s'intégrer dans une classe normale, mais les obstacles de l'insertion scolaire se présentent différemment. Depuis mon master, j'ai suivi ces familles pendant presque 3 ans. J'ai pu constater à quel point certaines familles avaient plein de l'espoir sur l'avenir de ses enfants à l'arrivée en France, surtout après des années de rupture scolaire
et des situations difficiles dans les pays comme en Turquie ou au Liban. À cette époque-là, pour mes premiers entretiens, j'avais souvent des phrases comme « je pourrais enfin poursuivre mon rêve de devenir médecin, je peux enfin finalement continuer les études, les enfants peuvent choisir l'avenir, etc. » Mais au bout de 3 ans, malgré les efforts de certains enfants, j'ai aussi observé comment les difficultés linguistiques, la concurrence du système scolaire et la situation familiale ont conduit à abandonner progressivement les longues études. D'abord, la situation professionnelle du père influence le parcours des enfants, surtout pour les familles nombreuses. Les garçons et les filles entre 16 et 20 ans préfèrent les études courtes pour entrer rapidement sur le marché du travail et soutenir financièrement la famille. Notons ici que beaucoup de familles ont des problèmes de santé à cause de la guerre, surtout les familles qui sont réinstallées par le programme de réinstallation, parce que le critère de sélection, c'est des familles plutôt vulnérables. Du coup, il y a au moins un membre de la famille qui a un problème de santé ou handicapé. Du coup, j'ai observé l'enfant âgé qui sont plusieurs rôles dans la famille. D'un côté, il faut gérer toute la procédure administrative de la famille, aller à l'hôpital, accompagner le parent à l'hôpital, chercher un travail, essayer d'améliorer la situation de la famille. De plus, les obstacles scolaires rencontrés par les enfants syriens sont surtout liés à le parcours migratoire, des années interrompues et non scolarisées, les effets psychologiques de la guerre, et les conditions d'exil ne le permettent pas d'être évalué puis insérés comme des élèves classiques. Et l'âge de l'obligation scolaire constitue un seuil de précarité. Passé 16 ans, ils sont souvent évalués comme insuffisants en français et orientés vers la voie professionnelle après la seconde. Ici, je donne un exemple de Nour. Nour, la jeune fille syrienne de 20 ans qui est venue en France avec sa famille après 3 ans à Mersin en Turquie. Elle a perdu 3 frères et sœurs et sa mère a perdu une jambe pendant la guerre. À l'âge de 60 ans, son père a peine à trouver un travail malgré plusieurs tentatives. Nous a poursuivi une formation de langue française, mais en ce moment, elle a un niveau intermédiaire. Puis, elle a trouvé un emploi de caissière dans un commerce turc de la ville grâce à la langue turque, pas le français. Ici, j'ai une citation sur la perception de Nour sur son propre parcours en France. Elle a dit « Je suis heureuse de mon travail. Le plus important est que je peux enfin gagner de l'argent, je peux aider la famille, notre vie s'est améliorée. Je me sens indépendante et forte, j'aurai bientôt mon permis de conduire, notre vie ira de mieux en mieux. » Jusqu'à-ici, on a vu 3 cas, le père ouvrier, le père médecin, le cas de Nour. Ici, on peut poser la question, quelle expérience d'intégration est la plus réussie? L'intégration de réfugiés s'évolue formellement selon plusieurs critères. On peut dire même un peu linéaire, comme l'apprentissage de la langue, du pays d'accueil, l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et sociale, reconnaissance des compétences et qualifications ou participation à la vie sociale et culturelle de la société d'accueil. Liste non exhaustive. Or, tous ces critères ne sont pas satisfaits également, ni linéairement, comme nous le montrent les exemples précédents. À l'inverse, la perception individuelle de l'intégration, je traduis comme une forme d'engagement et satisfaction dont la société peut diverger fortement d'une logique des critères. Cette année, je n'ai pas pu commencer mon terrain à Francfort à cause de la pandémie, mais le terrain à Strasbourg a permis de poser déjà des bases. D'ailleurs, la comparaison à franco-allemande est souvent mentionnée par des familles elles-mêmes qui ont des amis et des proches en Allemagne et partout en Europe, en Suède, en Suisse, etc. Généralement, comparé à la France,
l'Allemagne est souvent présentée comme un modèle d'accueil de demande d'asile ou est réputé plus efficace pour l'intégration des nouveaux venus. Les familles mentionnent notamment, par exemple, mes amis en Allemagne, ou mon cousin, ou la famille, etc. Premièrement, c'est la différence, c'est le nombre de programmes de langue. En France, l'OFII propose 200 heures de cours de français afin d'atteindre le niveau A1 dans le cadre de contrats d'intégration. En Allemagne, c'est 700 heures pour atteindre le niveau B1 et il y a aussi des programmes linguistiques supplémentaires pour les niveaux avancés. Deuxièmement, c'est l'accès à l'emploi par le système de la formation ou la reconnaissance de diplômes, notamment les professions réglementées. Puis enfin, c'est la perspective économique, un faible taux de chômage, un manque de travailleurs dans les secteurs spécifiques. L'Allemagne, en prenant plus pleinement la partie de l'intégration par l'économique, est-il un modèle plus performant que la France? Qu'en est-il de la perception des individus et des familles? Pour commencer à y répondre, des premières rencontres et d'entretiens sont prévus à Francfort au mois d'octobre. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris que Lee Yoon-Hwan parle l'arabe, et l'arabe syrien. C'est une performance tout à fait extraordinaire. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience, effectivement, la partie allemande du terrain, mais je trouve que là, vous avez un sujet intéressant, c'est la comparaison que les personnes font elles-mêmes des deux pays, et puis ce que vous allez voir faire comme comparaison, et les comparaisons croisées. Enfin, comment voilà, est-ce que les gens ont une perception des politiques d'accueil qui est objective finalement? Est-ce que ce sont des préjugés? Est-ce que ce sont des... Voilà, là, vous avez un très beau sujet. En tout cas, félicitations vraiment pour tout le travail accompli. Qui est déjà très impressionnant. Alors, y a-t-il des questions à Lee Yoon-Hwan sur... oui. Oui, une question très simple. Est-ce que vous avez pu faire des rencontres avec des familles syriennes en milieu rural également, ou simplement en milieu urbain? Est-ce qu'il y avait une... Ça veut dire d'origine milieu rural? Non, installé en milieu rural. Non. Non, vous n'avez pas pu comparer les deux. Ok, merci. Oui. Il n'y a presque pas de milieu rural en Alsace, hein, c'est la région la plus urbanisée de France. J'ai le micro. Après. Anne-Laure est juste à côté. Merci beaucoup pour votre présentation. Et du coup, vous allez aussi pouvoir vraiment analyser la façon dont peut-être les familles vont chercher des ressources de l'autre côté, dans le pays d'à côté. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai souligné en fait sur la spécificité de la ville de Strasbourg. C'est qu'en fait, ils ont des pratiques, pas simplement les modes de vie, même la recherche de travail, recherche d'opportunités, des études aussi. Et en Allemagne, surtout à Strasbourg, il y a un système un peu à l'école, on enseigne directement l'allemand. Et j'ai des cas comme des familles qui encouragent plutôt des enfants qui choisissent. En fait, on a la deuxième langue, qui choisit plutôt l'allemand que l'arabe. Normalement, pour les enfants, l'arabe, c'est plus facile pour eux d'avoir des notes. Mais les familles encouragent plutôt des enfants à apprendre l'allemand parce qu'ils ont bien compris que la situation économique, c'est beaucoup mieux. Et puis, il y a plus d'opportunités de travail, surtout à travers beaucoup le réseau des amis, des familles en côté allemand. Oui. Merci pour votre présentation, j'étais très intéressée. Ça fait quelques années que je travaille sur les familles hors milieu rural plutôt, et qui sont les familles réinstallées, prises en charge par des collectifs. Donc une des questions qui m'intéressait, c'était une différence que vous avez pointée entre des gens qui sont là
parce qu'ils sont arrivés, parce qu'ils connaissaient des personnes, et puis des personnes qui ont été envoyées là par des programmes. Est-ce que dans vos entretiens, vous voyez une différence, un impact important de cet élément-là, c'est-à-dire le fait de, par ses propres moyens, arriver dans un endroit où on a déjà des parents ou un réseau, et les familles qui sont arrivées là, peut-être indépendamment complètement de leur volonté ou de ce qu'ils souhaitaient, même en termes peut-être de pays d'accueil. Je ne sais pas, par rapport à vos cas. C'est une question très, très intéressante. Et premièrement, par exemple, les familles qui sont venues par les programmes réinstallation et relocalisation, on a l'impression qu'ils sont mieux accueillis et ils sont mieux accompagnés. Parce que déjà, les associations qui vont déjà trouver le logement, ils vont les chercher directement à l'aéroport, même le transport, tout ça, et puis vous les installer directement dans l'appartement. On a l'impression que tout c'est organisé. Et après, il y a aussi un an d'accompagnement par l'association et par exemple, la procédure administrative, etc. Même l'inscription scolaire des enfants, ça veut dire ils font un an complet de l'accompagnement. Et après, on a l'impression qu'ils sont mieux accompagnés que les familles qui sont venues eux-mêmes. Par contre, le remarque intéressant, c'est les familles qui sont venues eux-mêmes, qui sont déjà des réseaux sur place. Ça veut dire qu'ils ont déjà des repères sur le quartier, des connaissances, tout ça. Et après, pour eux aussi, il y a certaines facilités pour eux, par exemple, de trouver un travail. Par exemple le cousin qui a déjà un restaurant syrien dans le quartier. Et après, la fille, elle peut travailler directement dans le restaurant. Et après, les familles qui sont venues tout seules, qui connaissent personne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément un réseau social comme les familles qui sont venues par eux-mêmes. Du coup, c'est difficile de dire quel genre de parcours ça facilite plus. Je pense qu'il y a vraiment des avantages, d'autres, il y a aussi des désavantages. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais, en fait, vous avez à un moment utilisé l'expression intégration réussie. Je me demandais si c'était une expression qui venait dans la parole, dans le discours de vos enquêtés. Et par ailleurs, comment vous faisiez pendant votre enquête pour ne pas être dans la reprise de termes officiels et du coup de vous retrouver malgré vous dans une espèce d'évaluation des politiques publiques. Merci. Oui, merci. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. C'est comme ça que je mets l'accent sur la perspective des individus sur l'intégration. Et après, ce qui est intéressant, c'est surtout l'intégration. Le terme en arabe, c'est intimage. Parfois, quand je demande des réfugiés syriens, de manière générale, est-ce que vous se sont intégrés dans la société française, ils n'ont pas compris le terme. Parce que dans le concept, il n'y a pas le terme de l'intégration. Je me souviens d'un entretien, une fille qui ont vécu à Alep, qui m'a raconté que pour nous, elle est d'origine ismaélienne, et puis elle a dit, on est déjà habitué dans notre société, il y a la fracture de différentes communautés. On coexiste ensemble, il y a des sunnis ismaéliennes, des assyriens, il y a plusieurs. C'est plutôt l'idée de vivre ensemble, de coexistence, que l'idée de l'intégration. Du coup, pour eux, je pense qu'on peut vraiment s'interroger sur comment les individus qui définissent l'intégration. Et après, surtout, voir le décalage entre guillemets, l'intégration réussie définie par le haut, et essayer de voir c'est quoi le décalage entre les deux définitions et deux fictions. Oui. Merci pour votre présentation. Je voulais juste savoir par rapport au parcours d'intégration, est-ce que vous l'analysez à partir du moment où les personnes sont statutaires ou est-ce que vous considérez le parcours d'intégration qui commence bien avant? C'est-à-dire pour les personnes qui commencent déjà à demander l'asile, parce que la petite différence qu'il y a aussi entre l'Allemagne et la France, c'est que les financements, en tout cas pour l'apprentissage du français, commencent déjà dès le moment où on demande l'asile. Merci pour cette question.
C'est comme ça, en fait, il y a différents parcours d'intégration des familles. C'est comme ça, je ne parle pas à quel moment ils sont intégrés. Je parle de différentes formes de l'intégration. Pas l'interprétation des individus eux-mêmes. C'est comme les cas que j'ai montrés. En fait, certains s'intègrent de manière différente. Et ce que je veux dire, je veux vraiment s'interroger ici, c'est sûr que, par exemple, dans le cas du père d'ouvrier qui s'intégrait rapidement, économiquement, même il ne parle pas français. Mais dans d'autres cas, le père d'ingénieur qui maîtrise le français, mais a du mal à vraiment trouver un emploi dans le marché du travail. À quel point on peut définir un cas, cette famille qui s'intégrait mieux que d'autres familles. Du coup, je pense que ce n'est pas sur un critère linéaire, sur d'abord la langue, et puis le travail, et puis citoyen, même la nationalité. On peut poser la question, est-ce que même le moment où on a la nationalité, est-ce que le processus d'intégration, c'est fini? Oui.